La lumière dorée de fin d'après-midi baigne les rues pavées de Montpellier, projetant des ombres allongées sur les façades ocres des bâtiments. C'est l'été 2003, et la chaleur persiste même à cette heure tardive. Les platanes qui bordent l'avenue frémissent légèrement sous une brise occasionnelle, unique soulagement dans cette canicule qui s'est abattue sur le sud de la France. Marie Fontaine traverse la place de la Comédie d'un pas pressé. Ses talons résonnent sur les pavés, rythmant sa marche déterminée. Elle est en retard pour son rendez-vous chez Éclat de Vie, le salon de coiffure où elle a ses habitudes depuis des années. Dans sa main, elle serre son téléphone portable, vérifiant une dernière fois l'heure. 19h27. Le salon ferme à 20h. Elle aura juste le temps. Arrivée devant la devanture au store rayé bleu et blanc, Marie s'arrête net. Les lumières sont éteintes, la porte verrouillée. Un petit écriteau manuscrit est collé à la hâte sur la vitrine. Fermé exceptionnellement. Marie fronce les sourcils. C'est étrange. Françoise ne l'aurait jamais laissé venir pour rien sans la prévenir. Elle sort son téléphone et compose le numéro du salon. La sonnerie retentit à l'intérieur, mais personne ne répond. Elle essaye alors le portable de Françoise. Messagerie directe. Un pressentiment désagréable l'envahit. Quelque chose ne va pas. Ce n'est que le lendemain matin que l'absence de Françoise Dubois commence à inquiéter véritablement son entourage. Son assistante, Léa Moreau, arrive comme chaque jour à 8h30 pour préparer le salon avant l'ouverture. Elle est surprise de trouver la porte encore fermée. Françoise est habituellement la ponctualité incarnée, arrivant toujours 20 minutes avant elle. Léa appelle sa patronne, sans réponse. Elle patiente une demi-heure, puis contacte Sophie, la sœur de Françoise. « Non, je n'ai pas de nouvelles. Elle n'est pas chez elle ?» La voix de Sophie trahit une inquiétude grandissante. Quelques heures plus tard, un signalement pour disparition inquiétante est déposé au commissariat central de Montpellier. Françoise Dubois, 35 ans, propriétaire du salon Éclat de Vie depuis 7 ans, s'est volatilisée sans laisser de traces. Remontons quelques jours avant cette disparition. Montpellier suffoque sous un soleil implacable. L'été 2003 s'inscrit déjà dans les mémoires comme l'un des plus chauds que la France ait connu. Dans la petite rue où se trouve Éclat de Vie, les commerçants ont pris l'habitude de sortir en fin de journée pour échanger quelques mots, cherchant un peu de fraîcheur quand la température baisse légèrement. Françoise est appréciée dans le quartier. Son salon, situé entre une boulangerie et un fleuriste, est devenu au fil des ans un lieu de rendez-vous pour les habitantes du quartier. Plus qu'un simple commerce, c'est un espace de confidence, où les secrets se murmurent entre deux coups de ciseaux, où les rires fusent aussi facilement que les potins. Elle avait ce don pour vous faire sentir unique, raconte Martine, une cliente fidèle depuis l'ouverture. Quand vous étiez dans son fauteuil, vous aviez l'impression d'être la seule personne qui comptait. Elle se souvenait de tout, le prénom de vos enfants, vos projets de vacances, vos petits soucis de la dernière fois. Françoise vit seule dans un appartement à 10 minutes de son salon. Divorcée depuis 3 ans, elle s'est reconstruite autour de son travail et de quelques amitiés solides. Son ex-mari, Philippe, a quitté la région peu après leur séparation pour s'installer à Bordeaux. Leur relation s'est terminée sans drame particulier, une histoire d'amour qui s'est simplement effilochée au fil du temps. Elle semblait avoir trouvé un équilibre, témoigne sa sœur Sophie. Le salon marchait bien, elle avait des projets d'agrandissement. Elle parlait même d'engager une deuxième assistante pour la rentrée de septembre. Pourtant, certains détails commencent à émerger. Dans les semaines précédant sa disparition, Françoise avait changé. Des petites choses, presque imperceptibles, mais qui, mises bout à bout, dessinent les contours d'une inquiétude. Léa, son assistante, se souvient. Elle vérifiait souvent par la vitrine, comme si elle cherchait quelqu'un dans la rue. Et puis, il y a eu ces coups de téléphone. Parfois, le téléphone sonnait, elle décrochait, et son visage se fermait immédiatement. Elle prétendait que c'était une erreur, mais je voyais bien que quelque chose la perturbait. Sophie mentionne également un dîner, environ 2 semaines avant la disparition. Elle semblait distraite, préoccupée. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle a hésité avant de me répondre que oui. J'aurais dû insister.
Les enquêteurs commencent à reconstituer les dernières heures connues de Françoise Dubois. Le mercredi 13 août 2003, elle ouvre son salon comme d'habitude à 9 heures. La journée se déroule normalement, plusieurs clients se succèdent. À 18h30, elle reçoit sa dernière cliente, Madame Rivière, une habituée pour sa mise en pli hebdomadaire. Françoise était un peu tendue ce jour-là, se souvient Madame Rivière. Elle a renversé un flacon de laquais, ce qui ne lui ressemblait pas. Elle s'est excusée en disant qu'elle manquait de sommeil ces derniers temps. À 19h15, Madame Rivière quitte le salon. Françoise est désormais seule. Elle commence à ranger, nettoie les brosses, passe un coup de balai, des gestes quotidiens, mécaniques. À 19h25, selon les images de la caméra de surveillance du distributeur bancaire situé en face, elle ferme le store du salon. On la voit brièvement sur le trottoir, vérifiant que tout est bien fermé. C'est la dernière image connue de Françoise Dubois. Le lendemain, lorsque les policiers pénètrent dans le salon, tout semble en ordre. La caisse est intacte, avec les recettes de la journée. Le sac à main de Françoise n'est plus là, mais son manteau est encore accroché dans l'arrière-boutique. Son téléphone portable ne répond plus. Sa voiture, une Peugeot 206 bleu nuit, est toujours garée sur son emplacement habituel, à 2 rues du salon. Rien ne semble indiquer un départ volontaire, rien ne suggère non plus une agression dans le salon. C'est comme si Françoise s'était simplement évaporée entre son commerce et son domicile. Les enquêteurs élargissent leurs recherches, examinent les enregistrements des caméras de surveillance du quartier. C'est là qu'ils remarquent un véhicule inhabituel, une berline sombre, stationnée à l'angle de la rue durant toute l'après-midi du 13 août. La voiture disparaît des images à 19h40, soit environ 15 minutes après la fermeture du salon. L'inspecteur principal, Laurent Mercier, est intrigué par ce détail. La qualité des images ne nous permet pas d'identifier la plaque d'immatriculation ou le modèle exact du véhicule. On distingue seulement une silhouette masculine au volant. Des témoins sont interrogés. Personne n'a rien vu de particulier ce soir-là. L'été, la chaleur, les vacances, la rue était particulièrement calme. Les jours passent et se transforment en semaines. Les recherches s'intensifient, puis, progressivement, ralentissent. L'affaire Françoise Dubois rejoint peu à peu la pile des disparitions non élucidées. Un dossier parmi d'autres, une vie suspendue, une famille dans l'attente insoutenable de réponses. Sophie refuse d'abandonner, elle plaçarde la ville d'affiche à l'effigie de sa sœur. Elle donne des interviews dans la presse locale, maintient la pression sur les autorités. « Quelqu'un sait quelque chose », répète-t-elle inlassablement. « Ma sœur n'a pas disparu sans raison. » Les enquêteurs explorent plusieurs pistes. L'ex-mari est interrogé, mais son alibi est solide. Il était en déplacement professionnel à Paris le jour de la disparition, confirmé par des témoins et des preuves matérielles. Les finances de Françoise sont examinées, aucune irrégularité, aucun retrait suspect, aucune dette inquiétante. On s'intéresse à ses relations personnelles. Françoise avait commencé à fréquenter quelqu'un, selon ses amis proches. Un homme qu'elle avait rencontré 2 mois avant sa disparition. Mystérieux, elle n'en parlait que très peu, ne l'avait présenté à personne. Elle disait seulement qu'il n'était pas d'ici, qu'il venait pour affaires, se souvient Caroline, une amie d'enfance. Je trouvais ça étrange qu'elle soit si secrète à son sujet, ce n'était pas son genre. Cet homme reste introuvable. Personne ne connaît son nom complet, ni ce qu'il faisait exactement à Montpellier. Une ombre, un fantôme qui s'est peut-être évanoui en même temps que Françoise. L'inspecteur Mercier développe une théorie. Et si Françoise avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir? Si cet homme mystérieux avait un passé, des activités qu'il souhaitait garder cachées? Une perquisition approfondie de l'appartement de Françoise ne révèle rien de significatif, si ce n'est l'absence de préparatifs de départ. Ses vêtements sont toujours dans l'armoire. Son passeport dans le tiroir de sa table de nuit, ses médicaments dans la salle de bain. Seules manquent les affaires qu'elle avait probablement avec elle ce jour-là. Son sac à main, ses clés, son portefeuille. Les recherches s'étendent aux environs de Montpellier. Des battues sont organisées dans les zones boisées, les plans d'eau sont sondés. En vain. L'automne arrive, puis l'hiver.
L'affaire Françoise Dubois commence à s'effacer des mémoires, sauf pour ceux qui l'aimaient. 1 an après sa disparition, une cérémonie est organisée dans le salon Éclat de vie, devenu entre-temps un magasin de décoration. Sophie y allume une bougie, entourée des anciennes clientes et des amis de sa sœur. « Je ne perdrai jamais espoir », déclare-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Un jour, nous saurons ce qui s'est passé. » Mais les années défilent sans nouvelles pistes. 2004, 2005, 2006. L'enquête est officiellement classée comme non résolue, mais jamais complètement fermée. Un cold case parmi tant d'autres. En 2008, une cliente croit apercevoir Françoise dans un marché à Barcelone. Les enquêteurs espagnols sont alertés, mais la piste ne mène nulle part. En 2012, un corps non identifié découvert près de Nîmes fait l'objet d'analyses ADN comparatives. Ce n'est pas Françoise. Sophie garde précieusement une boîte où elle conserve tous les articles de journaux concernant sa sœur. Chaque année, à la date anniversaire de la disparition, elle contacte la presse locale pour rappeler que Françoise n'est pas oubliée, que quelqu'un détient peut-être la clé du mystère. L'inspecteur Mercier, même après sa mutation puis sa retraite, garde un œil sur le dossier. « Certaines affaires vous hantent », confie-t-il lors d'une interview en 2015. Le cas de Françoise Dubois est de cela. Cette femme qui disparaît un soir d'été, sans laisser de traces, comme si elle avait été effacée de la surface de la terre. C'est contre nature. Les gens ne s'évaporent pas ainsi. Et pourtant, c'est ce qui semble s'être produit. Jusqu'à ce jour de printemps 2023, 20 ans après la disparition, quand un appel inattendu vient rouvrir les plaies jamais vraiment cicatrisées. Un appel qui changera tout. Au commissariat central de Montpellier, le lieutenant Clara Vasseur décroche son téléphone. À l'autre bout du fil, un collègue de la section cybercriminalité de Toulouse. « Tu devrais jeter un œil à quelque chose », lui dit-il. « Je crois que ça pourrait être lié à une de vos vieilles affaires. » Clara, récemment mutée à la section des crimes non résolus, vient justement de se replonger dans le dossier Dubois. Un pressentiment, une intuition peut-être. Ou simplement le regard neuf d'une enquêtrice qui n'était qu'une adolescente quand Françoise a disparu. Ce qu'elle va découvrir va réveiller un mystère endormi depuis 2 décennies, et peut-être enfin apporter des réponses aux questions qui tourmentent Sophie et tous ceux qui ont connu Françoise. Car parfois, même après 20 ans de silence, les secrets finissent par remonter à la surface. Et ce que les technologies de 2003 ne pouvaient révéler, celles de 2023 le peuvent enfin. La berline sombre, ce véhicule presque invisible sur les images granuleuses de 2003, va soudain prendre une importance capitale. Et avec elle, l'identité de son conducteur, cet homme qui observait peut-être Françoise depuis des jours avant sa disparition. Un homme qui, peut-être, a commis d'autres actes similaires au fil des années. Des actes que l'intelligence artificielle et les nouvelles méthodes d'investigation vont finalement relier entre eux, comme les pièces d'un puzzle macabre dispersées à travers le temps et l'espace. L'horloge a continué de tourner pendant que le dossier prenait la poussière. Mais l'heure de la vérité approche enfin pour Françoise Dubois, la coiffeuse disparue par une chaude soirée d'août 2003. Le lendemain de la disparition de Françoise, Montpellier s'éveille sous un soleil implacable, ignorant le drame qui se joue pour la famille Dubois. Sophie se tient devant le salon Éclat de vie, les yeux rougis, observant les policiers qui ratissent méthodiquement l'intérieur du commerce. Un ruban jaune barre l'entrée, attirant les regards curieux des passants. « Je savais que quelque chose n'allait pas », murmure-t-elle à Caroline, l'amie d'enfance de Françoise, qui l'a rejointe dès l'annonce de la disparition. Fran m'avait semblé préoccupée ces derniers temps, mais elle balayait mes inquiétudes d'un revers de main. L'inspecteur Mercier, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par des années d'enquête difficiles, s'approche des 2 femmes. Il tient un carnet à la main, prêt à noter le moindre détail qui pourrait éclairer cette disparition troublante. Avait-elle des ennemis? Des problèmes financiers? Une relation conflictuelle? Les questions s'enchaînent, aussi routinières que nécessaires. Sophie secoue la tête. Françoise était aimée de tous, son salon marchait bien, elle n'avait pas de dettes. Depuis son divorce, elle semblait avoir trouvé un nouvel équilibre.
Et cet homme qu'elle fréquentait récemment? Demande l'inspecteur, son regard s'aiguisant soudain. Elle était si discrète à son sujet. Caroline hésite. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'était pas d'ici. Il venait pour affaires, disait-elle. Cette première journée d'enquête révèle peu d'éléments concrets. Le salon ne présente aucun signe de lutte. La caisse contient l'argent de la journée. L'appartement de Françoise est impeccablement rangé, comme si elle comptait y revenir. Ses vêtements dans l'armoire, son dentifrice encore humide dans la salle de bain, un livre ouvert sur sa table de nuit. Une vie suspendue. Les jours suivants, une cellule d'enquête est mise en place. La disparition de Françoise fait la une du Midi Libre. Sa photo, souriante avec ses boucles blondes et ses yeux verts pétillants, s'affiche sur les écrans des journaux télévisés régionaux. Des appels à témoins sont lancés. Le quartier est quadrillé, maison par maison, commerce par commerce. Quelqu'un a forcément vu quelque chose, répète l'inspecteur Mercier lors des briefings quotidiens. Un voisin se souvient avoir aperçu une berline sombre stationnée plusieurs jours de suite à proximité du salon. Je pensais que c'était un nouveau client du restaurant d'en face, explique-t-il. Les images des caméras de surveillance confirment la présence du véhicule, mais sa plaque d'immatriculation reste illisible sur les enregistrements de faible qualité. La famille de Françoise se mobilise. Son père, Jacques, retraité de la Poste, imprime des milliers d'affiches qu'il distribue dans toute la ville. Sa mère, Hélène, contacte les médias, participe à des émissions de radio locales. Sophie prend un congé sans solde pour se consacrer entièrement aux recherches. « Ma sœur n'est pas du genre à disparaître volontairement », affirme-t-elle aux journalistes qui l'interrogent. « Elle avait des projets, elle aimait sa vie ici. » À mesure que les jours passent, l'angoisse s'intensifie. L'absence de Françoise creuse un vide que rien ne semble pouvoir combler. Les clients du salon se rassemblent spontanément devant la devanture fermée, y déposant des fleurs et des messages. Léa, l'assistante, est interrogée à plusieurs reprises. « Françoise était ma mentor, plus qu'une patronne », sanglote-t-elle devant les caméras. « Je veux juste qu'elle revienne. » L'enquête s'oriente vers l'entourage de Françoise. Son ex-mari, Philippe, est rapidement mis hors de cause. Son alibi pour la soirée du 13 août est inattaquable. Il participait à un séminaire professionnel à Paris, entouré de dizaines de témoins. « Nous étions séparés depuis 3 ans, mais en bons termes », explique-t-il lors de son audition. « Je n'ai jamais souhaité de mal à Françoise. » Son visage reflète une sincère inquiétude. Elle m'avait mentionné qu'elle voyait quelqu'un, mais sans entrer dans les détails. Ce n'était plus mes affaires, après tout. La piste de l'homme mystérieux devient prioritaire. Qui est-il? Que faisait-il à Montpellier? Pourquoi Françoise était-elle si secrète à son sujet? Les enquêteurs passent au peigne fin les relevés téléphoniques de la disparue, analysent ses courriels, interrogent ses proches. Elle l'avait rencontré au Café des Arts, se souvient Caroline. Elle m'avait dit qu'il était charmant, cultivé, il parlait plusieurs langues et voyageait beaucoup pour son travail. A-t-elle mentionné son nom? Sa profession exacte? Insiste l'inspecteur Mercier. Je crois qu'il s'appelait Antoine ou Alain, quelque chose commençant par A. Elle a évoqué des affaires dans l'import-export, mais sans préciser. Ces informations vagues dessinent le portrait d'un fantôme. Un homme sans nom complet, sans visage connu, sans trace administrative apparente. Les enquêteurs vérifient les réservations des hôtels de la ville, les locations de voitures, les transactions par carte bancaire. Rien ne mène à un suspect concret. Pendant ce temps, les semaines s'écoulent. La chaleur de l'été 2003 s'estompe peu à peu, laissant place à un automne mélancolique. Les affiches à l'effigie de Françoise, décolorées par le soleil et la pluie, se font plus rares dans les rues. Les médias nationaux, d'abord intéressés par cette disparition mystérieuse, se tournent vers d'autres faits divers. Pour la famille Dubois, c'est une descente aux enfers. Jacques développe des problèmes cardiaques, fragilisé par l'angoisse. Hélène perd l'appétit, ne dort plus que quelques heures par nuit. Seule Sophie garde une énergie intacte, alimentée par sa détermination à retrouver sa sœur. Chaque jour sans nouvelles est une torture, confie-t-elle à l'inspecteur Mercier lors d'une de leurs nombreuses rencontres. L'incertitude est pire que tout.
ne pas savoir si elle est vivante, si elle souffre, si elle pense à nous. L'inspecteur hoche la tête, compréhensif. Après 25 ans de carrière, il sait que les disparitions non résolues laissent des cicatrices particulièrement douloureuses. Nous n'abandonnons pas, promet-il. Tant qu'il y aura des pistes à explorer, nous continuerons. Mais les pistes se raréfient. L'hypothèse d'un départ volontaire est écartée. Françoise n'a effectué aucun retrait d'argent, n'a pas utilisé son passeport, n'a contacté aucune agence de voyage. Celle d'un accident est tout aussi improbable. Aucun corps non identifié n'a été découvert dans la région. Reste la piste criminelle, mais sans mobile apparent ni suspect identifié. 6 mois après la disparition, l'enquête marque le pas. La cellule dédiée est réduite. Les effectifs réaffectés à d'autres affaires plus récentes. Mercier reste officiellement en charge du dossier, mais avec des moyens limités. Sophie refuse cette fatalité. Elle crée une association, Retrouver Françoise, qui organise des événements pour maintenir l'affaire dans l'actualité. Elle lance un site internet où elle compile tous les éléments connus de l'enquête, appelant les internautes à partager la moindre information. Elle consacre ses week-ends à distribuer des tracts sur les marchés des villes voisines. « Ma sœur n'est pas un dossier qu'on peut archiver », déclare-t-elle lors d'une conférence de presse qu'elle organise pour le premier anniversaire de la disparition. C'est une femme qui avait une vie, des rêves, des projets. Quelqu'un sait ce qui lui est arrivé. J'implore cette personne de parler, anonymement s'il le faut. Cet appel résonne dans le vide. L'année 2004 s'écoule sans avancée significative. Le salon Éclat de vie, resté fermé plusieurs mois, est finalement repris par un nouveau propriétaire qui le transforme en boutique de décoration. Ce changement affecte profondément la famille. C'est comme si le dernier lien tangible avec Françoise s'effaçait du paysage urbain. L'inspecteur Mercier, malgré les pressions de sa hiérarchie pour se concentrer sur des affaires plus récentes, continue de consacrer quelques heures par semaine au dossier Dubois. Il reprend les témoignages, réexamine les preuves, tente de nouvelles approches. « Cette affaire me hante », avoue-t-il à son épouse un soir. « J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose d'évident. » En 2005, une nouvelle piste émerge brièvement. Un chauffeur de taxi se manifeste, prétendant avoir pris en charge une femme ressemblant à Françoise, le soir de sa disparition, accompagnée d'un homme. Après vérification, il s'avère que sa mémoire lui joue des tours. Les registres de sa compagnie montrent qu'il travaillait dans un autre secteur de la ville ce soir-là. Faux espoir, fausse piste. Le schéma se répète avec une cruauté monotone. Un touriste croit apercevoir Françoise à Nice. Une lettre anonyme suggère qu'elle se cache volontairement en Espagne. Un médium contacte la famille, affirmant voir Françoise près d'un plan d'eau. Chaque fois, l'espoir renaît. Chaque fois, il est brutalement anéanti par les faits. En 2007, l'affaire est officiellement classée comme non résolue. Le dossier rejoint des dizaines d'autres dans les archives du commissariat, condamnés à prendre la poussière. Pour l'administration, Françoise Dubois n'est plus qu'un numéro, une statistique parmi les personnes disparues chaque année en France. Mais pas pour Sophie. Jamais pour Sophie. Elle transforme une pièce de son appartement en quartier général, tapissant les murs de photos, de cartes, de chronologies. Elle constitue sa propre base de données, compilant méthodiquement chaque information, chaque rumeur, chaque hypothèse liée à la disparition de sa sœur. Son obsession inquiète son entourage, mais elle reste sourde aux appels à passer à autre chose. « Comment pourrais-je abandonner Françoise ?» répond-elle invariablement. « Elle n'aurait jamais renoncé si j'avais été à sa place. » Les années passent, transformant inexorablement le paysage urbain et humain. Montpellier s'étend, se modernise, de nouveaux immeubles remplacent les anciennes constructions. La place de la Comédie est réaménagée. Le quartier où Françoise avait son salon voit les commerces changer de main, les habitants se renouveler. Jacques Dubois s'éteint en 2010, emporté par une crise cardiaque. Sur son lit d'hôpital, ses derniers mots sont pour sa fille disparue. « Dites à Françoise que je l'aime. » Hélène, déjà fragilisée, sombre dans une dépression dont elle ne se relèvera jamais complètement. La famille se délite sous le poids de l'absence. Mercier
prend sa retraite en 2011. Lors de son pot de départ, il confie à son successeur « Si je pouvais résoudre une seule affaire parmi toutes celles qui restent ouvertes, ce serait celle de Françoise Dubois. » Le jeune lieutenant qui hérite du dossier hoche poliment la tête, mais pour lui, cette histoire appartient déjà au passé. Sophie, elle, continue son combat solitaire. Elle crée une page Facebook dédiée à sa sœur, rejoint des réseaux de familles de disparus, participe à des émissions télévisées consacrées au cold case. Sa vie personnelle en pâtit. Son mariage ne résiste pas à cette obsession. Son emploi devient secondaire, mais elle persiste, envers et contre tout. Le temps qui passe est à la fois mon pire ennemi et mon meilleur allié, explique-t-elle dans une interview accordée en 2015. Ennemi parce que les souvenirs s'estompent, les témoins disparaissent, les preuves se dégradent. Allié parce que les consciences s'allègent, les langues se délient et surtout les technologies évoluent. Cette dernière remarque s'avère prophétique. En effet, les avancées technologiques commencent à offrir de nouveaux outils aux enquêteurs. L'analyse ADN se perfectionne, permettant d'obtenir des résultats à partir d'échantillons infimes ou dégradés. Les logiciels de reconnaissance faciale atteignent des niveaux de précision inédits. Les bases de données se croisent plus efficacement. En 2018, 15 ans après la disparition, une nouvelle équipe spécialisée dans les affaires non résolues se penche sur le dossier Dubois. Avec un regard neuf et des méthodes modernes, il réexamine les preuves conservées. Les vêtements que portait Françoise le jour de sa disparition, prélevés dans sa penderie pour comparaison. Les échantillons d'ADN récoltés dans le salon et l'appartement. Les enregistrements vidéo des caméras de surveillance, désormais analysables par des algorithmes sophistiqués. Notre avantage, c'est que nous n'avons pas d'idées préconçues, explique Clara Vasseur, jeune lieutenant fraîchement diplômé, passionné par les cold cases. Nous partons de zéro avec des outils que nos prédécesseurs n'avaient pas. Cette nouvelle approche ravive l'espoir de Sophie, désormais âgée de 50 ans. Ses cheveux ont blanchi prématurément, son visage s'est creusé, mais sa détermination reste intacte. Elle se rend disponible à chaque sollicitation de l'équipe, retraçant inlassablement les derniers jours connus de sa sœur, partageant les milliers de documents qu'elle a accumulés au fil des années. « Je ne cherche plus ma petite sœur », confie-t-elle à Clara lors d'une de leurs longues conversations. « Je cherche une femme qui aurait presque 60 ans aujourd'hui. Je ne sais même plus à quoi elle ressemblerait. Mais je dois savoir, comprendre, pour pouvoir enfin faire mon deuil d'une façon ou d'une autre. La technologie offre de nouvelles pistes, mais aussi de nouvelles frustrations. L'analyse approfondie des vidéosurveillances permet d'identifier partiellement la berline sombre, probablement une Audi A6 de la fin des années 90. Mais sans plaque d'immatriculation lisible, cette information reste inexploitable. Les relevés téléphoniques de Françoise sont réexaminés avec des logiciels plus performants, révélant plusieurs appels courts provenant de cabines téléphoniques dans les jours précédant sa disparition. Mais ces cabines, situées dans des lieux publics, n'ont évidemment pas conservé d'image de leurs utilisateurs. En 2020, la pandémie mondiale ralentit toutes les enquêtes non prioritaires. Sophie, confinée chez elle, craint que l'affaire ne soit à nouveau reléguée aux oubliettes. Elle profite de cette période pour numériser l'intégralité de ses documents, créant une base de données accessible aux enquêteurs à distance. Sa page Facebook consacrée à Françoise atteint 10 000 abonnés, créant une communauté virtuelle d'internautes passionnés par l'affaire, proposant théories et analyses. C'est l'un de ces internautes, un retraité de la gendarmerie, qui suggère une piste jusqu'alors inexplorée. Et si la disparition de Françoise n'était pas un cas isolé? Si elle faisait partie d'un schéma plus large, impliquant d'autres victimes? Cette hypothèse interpelle Clara Vasseur. Elle commence à rechercher des affaires similaires. Femmes disparues, sans laisser de traces, souvent indépendantes professionnellement. Dans des circonstances comparables, son travail méthodique fait émerger plusieurs cas troublants dans le sud de la France, s'étendant sur près de 2 décennies. En juin 2022,
Presque 20 ans après la disparition de Françoise, un événement inattendu relance l'enquête. Une maison abandonnée à la périphérie de Béziers, promise à la démolition, livre un secret macabre. Dans une cave murée, des ouvriers découvrent une collection d'objets personnels féminins soigneusement étiquetés et datés. Parmi eux, un bracelet en argent portant l'inscription « À ma fille adorée, joyeux 30e anniversaire ». Papa et maman. Sophie, contactée en urgence, identifie formellement le bijou. C'était un cadeau offert à Françoise par leurs parents qu'elle portait presque quotidiennement. La date inscrite sur l'étiquette accompagnant le bracelet correspond exactement au jour de sa disparition. Cette découverte déclenche une vague d'activité. La maison est passée au peigne fin par les enquêteurs. Son propriétaire, décédé 2 ans plus tôt, était un certain André Lefort, 78 ans, ancien représentant commercial dans l'industrie pharmaceutique. Un homme discret, célibataire, sans histoire apparente, qui voyageait beaucoup pour son travail dans tout le sud de la France. Il conduisait une Audi sombre, se souvient un voisin. Il partait souvent plusieurs jours, parfois des semaines entières. Un homme poli, mais distant. Personne ne le connaissait vraiment. Les registres automobiles confirment qu'André Lefort possédait bien une Audi A6 noire de 1998 à 2010. Les dates correspondent. Son parcours professionnel le plaçait régulièrement à Montpellier pour des congrès médicaux. Tout s'imbrique progressivement. Clara Vasseur, maintenant pleinement investie dans l'enquête, découvre que Lefort fréquentait occasionnellement le Café des Arts, où Françoise aurait rencontré son mystérieux compagnon. Il se présentait parfois sous des identités différentes, témoigne un ancien serveur. Je me souviens qu'il utilisait souvent le prénom Alain quand il parlait aux clientes solitaires. L'étau se resserre. Les technologies modernes permettent de réanalyser l'ADN prélevé dans le salon de Françoise en 2003. Des traces infimes, jusqu'alors inexploitables, trouvent désormais une correspondance avec des échantillons prélevés dans la maison de Lefort. Sophie oscille entre soulagement et désespoir. Savoir que nous approchons enfin de la vérité est à la fois libérateur et terrifiant, confie-t-elle à Clara lors d'une froide matinée de février 2023. Pendant 20 ans, j'ai vécu dans l'espoir que Françoise soit quelque part, vivante. Maintenant, je dois accepter que cet espoir était probablement vain. En mars 2023, la police scientifique fait une découverte capitale. En utilisant les dernières technologies de restauration d'images, un technicien parvient à améliorer considérablement la qualité des enregistrements des caméras de surveillance de 2003. Sur ces images retraitées, le visage du conducteur de l'Audi apparaît enfin avec une netteté suffisante pour être formellement identifié. C'est bien André Lefort. Plus révélateur encore, l'analyse des mouvements du véhicule montre qu'il suivait systématiquement le même itinéraire que Françoise pour rentrer chez elle. Il connaissait ses habitudes, ses horaires. Il l'observait depuis des semaines. Il l'a ciblé méthodiquement, conclut Clara Vasseur lors d'une réunion avec son équipe. Il a créé une relation de confiance en se présentant comme Alain, un homme d'affaires de passage. Il a étudié ses routines avant de passer à l'acte. Le printemps 2023 marque un tournant décisif dans l'enquête. Des analyses plus poussées des objets trouvés dans la cave de Lefort révèlent des connexions avec 3 autres femmes disparues entre 1997 et 2018 dans différentes villes du sud de la France. Toutes présentaient un profil similaire. Indépendantes, professionnellement accomplies, vivant seules. Pour Sophie, cette avancée est douloureusement ambivalente. La quasi-certitude que sa sœur a été victime d'un prédateur méthodique brise son dernier espoir de la retrouver vivante. Mais la perspective de comprendre enfin ce qui s'est passé ce soir d'août 2003 lui apporte un début de paix. Pendant 20 ans, j'ai imaginé 1000 scénarios, explique-t-elle lors d'une conférence de presse organisée par la police pour annoncer les avancées de l'enquête. Je l'ai vu partout, dans la rue, au supermarché, dans mes rêves. Maintenant, je peux commencer à accepter la réalité, aussi cruelle soit-elle. Françoise ne reviendra pas, mais sa mémoire peut enfin être honorée correctement.
L'affaire Françoise Dubois, longtemps symbole des limites de l'enquête criminelle, devient paradoxalement un exemple de la persistance qui finit par payer. La ténacité de Sophie, le professionnalisme de Mercier puis de Clara Vasseur, les avancées technologiques et peut-être une part de chance ont finalement percé le mystère qui entourait cette disparition. Ce n'est pas terminé, précise Clara aux journalistes présents. Nous devons encore localiser d'autres preuves pour clore définitivement ce dossier et ceux des autres victimes. Mais nous sommes sur la bonne voie. En ce printemps 2023, alors que Montpellier se pare à nouveau des couleurs qui illuminaient la ville lors de la disparition de Françoise, presque 20 ans plus tôt, Sophie se rend régulièrement sur la place de la Comédie. Elle s'assoit à une terrasse, observe les passants et pour la première fois depuis 2 décennies, elle respire plus librement. « Je te trouverai, Françoise », murmure-t-elle en regardant le ciel. « Je ne sais pas encore où, mais je te promets que je te trouverai. Et tu pourras enfin reposer en paix. » L'horloge a continué de tourner pendant que le dossier prenait la poussière. Mais l'heure de la vérité a enfin sonné pour Françoise Dubois, la coiffeuse disparue par une chaude soirée d'août 2003. Le temps d'avril 2023 est capricieux à Montpellier, alternant entre averses soudaines et éclaircies lumineuses. Cette météo changeante semble refléter les émotions contradictoires qui habitent Sophie Dubois depuis les récentes découvertes. 20 ans après la disparition de sa sœur, elle oscille entre le soulagement d'enfin approcher de la vérité et l'angoisse de ce qu'elle pourrait révéler. Dans les locaux rénovés de la police judiciaire, Clara Vasseur et son équipe travaillent sans relâche. Sur un grand tableau blanc, des photos, des dates, des liens matérialisés par des fils de couleur. Au centre, le portrait de Françoise Dubois, figé dans ses 35 ans, et celui d'André Lefort, décédé en 2020 sans jamais avoir eu à répondre de ses actes. Notre principal problème reste la preuve formelle, explique Clara lors d'une réunion d'équipe. Nous avons des indices, des coïncidences troublantes, mais rien qui établisse avec certitude ce qui est arrivé à Françoise après qu'elle ait quitté son salon. Son adjoint, Thomas Reynaud, expert en criminalistique numérique, intervient. « J'ai peut-être quelque chose. Les technologies de restauration d'images nous ont permis d'améliorer les vidéos de 2003, mais j'ai pensé à une autre approche. » Sur son écran d'ordinateur s'affiche une carte de Montpellier. En 2003, les caméras de surveillance étaient rares et de mauvaise qualité, mais elles existaient déjà aux péages autoroutiers, dans certaines stations-service, aux distributeurs bancaires. J'ai recréé numériquement tous les déplacements possibles de l'Audi de Lefort ce soir-là, en fonction des contraintes temporelles. Clara se penche vers l'écran, intriguée. « Et tu as trouvé quelque chose ?»« Pas encore. Mais j'ai lancé des recherches dans toutes les archives numériques accessibles. Si Lefort a pris l'autoroute cette nuit-là, s'il s'est arrêté quelque part, nous pourrions retrouver sa trace. » Le travail de fourmi commence. Des milliers d'heures d'enregistrement à analyser, des données fragmentées à reconstituer, des témoignages anciens à réexaminer sous un nouveau jour. La technologie offre des possibilités inédites, mais nécessite aussi patience et méthode. Sophie, informée régulièrement des avancées, reprend espoir. « J'ai attendu 20 ans, dit-elle à Clara lors d'un café. Je peux attendre quelques semaines de plus si cela nous mène à la vérité. » Les jours passent, ponctués de petites avancées et de déceptions. Un algorithme de reconnaissance faciale identifie Lefort sur une image de péage autoroutier à 22h13, le soir de la disparition de Françoise. Il se dirigeait vers l'est, en direction de Nîmes, une information précieuse mais insuffisante. C'est un événement inattendu qui va finalement accélérer l'enquête. Mi-mai 2023, le département de police de Lyon contacte Clara Vasseur. Une affaire locale, sans lien apparent avec Françoise Dubois, vient de connaître un développement surprenant. Nous venons d'arrêter un certain Michel Dufresne, 67 ans, pour une série de cambriolages, explique le capitaine Laurent au téléphone. Lors de la perquisition à son domicile, nous avons découvert une correspondance volumineuse avec André Lefort. Des lettres s'étalant sur près de 30 ans. Clara sent son pouce accélérer. Quel genre de lettres? Le genre qui vous intéressera. Lefort y évoque ses
activité. Sans entrer dans les détails au téléphone, disons que ces deux-là partageaient plus que de simples conseils de jardinage. 2 jours plus tard, Clara est à Lyon face à Michel Dufresne. Un homme à l'apparence banale, les cheveux gris soigneusement coiffés, le regard fuyant. Il a accepté de coopérer en échange d'un allègement de peine pour ses propres délits. André et moi étions amis depuis l'adolescence, commence-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Nous nous sommes rencontrés au lycée à Valence, en 1973. Nous avions des intérêts communs. Clara reste professionnelle, malgré le dégoût que lui inspire l'homme. Ses intérêts incluaient-ils Françoise Dubois? Dufresne hésite. Je n'ai jamais participé à ces activités. Nous en parlions, c'est tout. Il me racontait, je l'écoutais. C'était notre arrangement. L'interrogatoire dure plusieurs heures. Dufresne livre des informations parcellaires, tente de minimiser son rôle, mais confirme l'essentiel. André Lefort était bien responsable de la disparition de Françoise et d'au moins 4 autres femmes entre 1997 et 2018. Il les choisissait avec soin, explique Dufresne. Des femmes indépendantes, sans attache familiale trop présente. Il prenait son temps, étudiait leurs habitudes. Pour lui, c'était comme une partie d'échecs. La préparation était aussi importante que la conclusion. Clara parvient à maintenir son calme professionnel. Et Françoise Dubois, que vous a-t-il dit à son sujet? Il l'avait repérée lors d'un congrès pharmaceutique à Montpellier. Il était descendu à l'hôtel près de son salon de coiffure. Il a commencé à la surveiller, puis à organiser une rencontre fortuite au Café des Arts. Le récit de Dufresne, bien que parcellaire et déformé par sa propre perspective, fournit des éléments cruciaux. Lefort se faisait effectivement appeler Alain lorsqu'il approchait ses victimes. Il se présentait comme un homme d'affaires de passage, créant l'illusion d'une relation éphémère mais intense. Pour Françoise, il a dévié de son schéma habituel, révèle Dufresne. D'habitude, il ne maintenait pas le contact aussi longtemps, mais elle lui plaisait particulièrement. Il m'a écrit qu'elle était différente. Les lettres saisies chez Dufresne sont analysées par une équipe de psychologues et d'enquêteurs. Elles révèlent la personnalité troublante de Lefort, méthodique, manipulateur, dénué d'empathie. Un prédateur qui considérait ses actes comme une forme d'art macabre. Dans l'une des lettres, datée de septembre 2003, il écrit « F a rejoint ma collection. Son bracelet en argent capture parfaitement la lumière dans ma vitrine. Parfois, je m'assieds des heures à contempler ses souvenirs, ses fragments de vies interrompus. Cette correspondance fournit des indices géographiques précieux. Lefort y mentionne une propriété isolée entre les Pins et la mer, un lieu où il se rendait après chaque acquisition. L'analyse linguistique et contextuelle permet de circonscrire une zone entre Nîmes et Montpellier, à proximité d'un petit village nommé Saint-Clément. Parallèlement, Thomas Reynaud poursuit son travail sur les archives vidéo. Sa persévérance finit par porter ses fruits. Il identifie l'Audi de Lefort sur les images d'une station-service à la sortie de Nîmes, à 23h45 le soir de la disparition. La qualité est médiocre, mais on distingue 2 silhouettes dans le véhicule. Il n'était pas seul, constate Clara en examinant les images. Si la passagère est bien Françoise, cela signifie qu'elle était encore en vie à ce moment-là. Les pièces du puzzle s'assemblent progressivement. L'équipe de Clara, renforcée par des effectifs supplémentaires, commence à explorer la région de Saint-Clément. Des recherches cadastrales révèlent que Lefort possédait effectivement une propriété dans les environs, vendue en 2019, 1 an avant sa mort. C'est là que nous devons chercher, affirme Clara lors d'un briefing. Cette propriété était son sanctuaire, loin des regards. Sophie est informée de ses avancées avec précaution. Les enquêteurs craignent que la vérité, dans toute sa brutalité, ne la détruise après 20 ans de lutte. Mais elle insiste pour être associée à chaque étape. « Je ne suis plus la jeune femme fragile que j'étais en 2003, déclare-t-elle fermement. J'ai vécu avec cette absence pendant 2 décennies. Quelle que soit la vérité, elle ne peut pas être pire que l'incertitude. Le 28 mai 2023,
une équipe composée d'enquêteurs, d'archéologues judiciaires et d'anthropologues investit l'ancienne propriété de Lefort à Saint-Clément. Les nouveaux propriétaires, un couple de retraités britanniques, sont stupéfaits d'apprendre le passé trouble de leur havre de paix méditerranéen. La maison, une ancienne bergerie rénovée, est nichée au milieu des pins, à l'écart du village. Son isolation a sans doute été un critère déterminant pour le fort. Les recherches se concentrent d'abord sur les dépendances, un garage, une petite grange, un cabanon de jardin. C'est dans ce dernier, sous un épais dallage de pierre, que les premières découvertes sont faites. Un espace aménagé, soigneusement dissimulé, contenant divers objets personnels, vêtements, bijoux, photographies. Chaque item est méticuleusement étiqueté et daté. C'était son musée personnel, murmure Clara, bouleversée malgré son professionnalisme, l'expression ultime de sa pathologie. Les fouilles se poursuivent pendant plusieurs jours. Le terrain entourant la propriété est quadrillé, sondé, analysé. Les technologies modernes permettent de détecter des anomalies dans la composition du sol, révélant des zones perturbées il y a plusieurs années. Le 3 juin, dans une oliveraie à 100 mètres de la maison, les enquêteurs font une découverte cruciale. Les restes humains de 5 personnes sont exhumés, enterrés à différentes profondeurs et à des dates diverses, comme l'établiront les analyses ultérieures. L'identification formelle prendra du temps. Mais les objets personnels retrouvés ne laissent guère de doute. Parmi les victimes se trouve très probablement Françoise Dubois. Sophie est informée avec toute la délicatesse possible. Accompagnée d'un psychologue et de Clara Vasseur, elle reçoit la nouvelle dans un bureau du commissariat de Montpellier. « Nous pensons avoir retrouvé votre sœur », annonce doucement Clara. Des analyses ADN seront nécessaires pour une confirmation absolue, mais plusieurs éléments concordent. Sophie reste silencieuse un long moment, les yeux fixés sur ses mains jointes. Puis elle relève la tête, le visage empreint d'une étrange sérénité. « Je le savais », dit-elle simplement. « Une part de moi l'a toujours su. Maintenant, au moins, elle pourra rentrer à la maison. » Les jours suivants sont consacrés aux analyses scientifiques. Les techniques modernes d'identification ADN, bien plus sophistiquées qu'en 2003, permettent d'établir avec certitude que l'un des corps est bien celui de Françoise Dubois. Les autres victimes sont également identifiées. Sylvie Renard, disparue à Aix-en-Provence en 1987, Martine Lecomte, disparue à Nîmes en 2007, Isabelle Gauthier, disparue à Perpignan en 2012, et Pauline Mercier, disparue à Avignon en 2018. 5 femmes, 5 vies brisées par un même homme. André Lefort, représentant pharmaceutique respecté, voisin discret, célibataire sans histoire apparente, était en réalité un prédateur méthodique qui avait opéré pendant plus de 20 ans sans éveiller les soupçons. Une conférence de presse est organisée le 10 juin 2023 pour annoncer officiellement les résultats de l'enquête. Clara Vasseur, flanquée de ses supérieurs et de représentants du parquet, présente sobrement les faits, évitant tout sensationnalisme. L'affaire des disparitions du sud de la France est désormais résolue, déclare-t-elle, grâce à des avancées technologiques, à la coopération entre différents services et à la ténacité de certains proches des victimes. Nous avons pu mettre un nom et un visage sur le responsable de ces tragédies. Sophie, présente dans la salle, écoute en silence. À ses côtés, Hélène Dubois, désormais âgée de 83 ans, tient fermement la main de sa fille. Après 20 ans de souffrance, la mère de Françoise peut enfin commencer son deuil. Les journalistes posent des questions techniques sur l'enquête, sur les méthodes utilisées, sur le profil de Lefort. Clara répond avec précision, sans jamais basculer dans le morbide. Le respect dû aux victimes et à leurs familles guide chacune de ses paroles. À la fin de la conférence de presse, Sophie demande à prendre la parole. Debout devant les micros, elle dégage une dignité impressionnante. « Pendant 20 ans, j'ai cherché ma sœur », commence-t-elle. « Cette quête a défini ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, je peux enfin lui dire au revoir, mais je veux aussi que son histoire serve à quelque chose. » Elle marque une pause, balayant l'assemblée du regard.
Françoise n'était pas seulement une victime, elle était une femme brillante, généreuse, pleine de projets et de rêves, comme Sylvie, Martine, Isabelle et Pauline. 5 femmes dont les vies ont été volées par un homme qui pensait avoir le droit de décider de leur destin. Sa voix se raffermit. En mémoire de ma sœur et de toutes les autres, je crée aujourd'hui la Fondation Françoise Dubois. Cette organisation soutiendra les familles de personnes disparues et contribuera à améliorer les méthodes de recherche. Aucune famille ne devrait attendre 20 ans pour connaître la vérité. Cette annonce inattendue suscite une vague d'émotion dans la salle. Les applaudissements éclatent spontanément, tandis que les caméras captent ce moment où une tragédie personnelle se transforme en engagement collectif. Les semaines suivantes sont consacrées aux derniers adieux. Les restes de Françoise sont inhumés dans le caveau familial lors d'une cérémonie intime. Sophie a choisi un cercueil en bois clair, orné de motifs floraux que sa sœur affectionnait. Sur la pierre tombale, une simple inscription « Françoise Dubois, 1968-2003 ». Aimer, chercher, retrouver. Hélène, soutenue par sa fille, dépose une rose blanche sur le cercueil. « Repose en paix, mon enfant », murmure-t-elle, « ton père t'attendait ». Clara Vasseur, présente à l'invitation de Sophie, observe la scène avec émotion. Pour elle, cette affaire a pris une dimension particulière. Au-delà du défi professionnel, elle a été touchée par la détermination de Sophie, par cette quête obstinée de vérité qui a traversé les décennies. « Vous avez réussi !» lui dit-elle simplement après la cérémonie. « Sans votre persévérance, nous n'aurions jamais rouvert ce dossier. » Sophie esquisse un sourire triste. « Nous avons réussi ensemble. Maintenant, il faut que cela serve à d'autres. » La Fondation Françoise Dubois prend rapidement forme. Sophie, qui a développé une expertise impressionnante au fil des ans, devient une interlocutrice précieuse pour les services d'enquête. Son expérience, combinée aux compétences professionnelles des policiers et des scientifiques, crée une synergie nouvelle. L'histoire de Françoise et des autres victimes de Lefort fait l'objet d'un documentaire sobre et respectueux, mettant en lumière les avancées technologiques qui ont permis de résoudre l'affaire. Clara y participe, expliquant comment les méthodes modernes peuvent faire parler des preuves restées muettes pendant des années. L'ADN dégradé, les images de mauvaise qualité, les témoignages fragmentaires, tout cela peut désormais être analysé, recoupé, interprété avec une précision inédite, explique-t-elle face caméra. Les criminels ne doivent plus compter sur le temps pour effacer leurs traces. Michel Dufresne, le correspondant de Lefort, est jugé pour complicité passive. Sa connaissance des crimes sans les dénoncer constitue un délit selon le code pénal. Il est condamné à 5 ans de prison, une peine relativement clémente compte tenu de sa coopération avec les enquêteurs. Lors du procès, Sophie témoigne avec une maîtrise remarquable de ses émotions. Elle décrit les 20 années passées dans l'incertitude, le vide laissé par la disparition de sa sœur, le combat quotidien pour maintenir l'affaire vivante. La pire torture n'est pas de savoir, mais de ne pas savoir, affirme-t-elle devant le tribunal. Pendant 2 décennies, j'ai vécu dans un entre-deux insoutenable, incapable d'avancer, incapable de faire mon deuil. Son témoignage fait une forte impression sur les magistrats et contribue à une évolution jurisprudentielle sur la prescription des affaires de disparition. Désormais, le délai ne commencera à courir qu'à partir de la découverte du corps ou de preuves formelles du décès, et non plus à partir de la disparition elle-même. En septembre 2023, 1 an après les premières découvertes qui ont relancé l'enquête, une cérémonie particulière est organisée à Montpellier. La municipalité inaugure un mémorial dédié aux victimes de Lefort. 5 oliviers sont plantés sur une petite place, symbole de paix et de renaissance. Une plaque sobre rappelle le nom des femmes disparues et les dates de leur retour. Sophie, entourée des familles des autres victimes avec qui elle a tissé des liens profonds, dévoile le monument. Ses parents, ses sœurs, ses amis qui ont vécu la même attente insoutenable sont devenus une seconde famille pour elle. Ensemble, ils incarnent cette résilience particulière qui naît des épreuves partagées. Ces arbres grandiront, s'épanouiront, donneront des fruits, dit-elle lors de son discours.
comme nos êtres chers auraient dû pouvoir le faire. Mais ils nous rappelleront aussi que la vie continue, que la lumière finit toujours par percer l'obscurité. Clara Vasseur, désormais promue commissaire et responsable d'une unité spécialisée dans les cold cases, observe la scène avec un mélange de satisfaction professionnelle et d'émotion personnelle. L'affaire Dubois a transformé sa carrière, mais aussi sa vision de son métier. Cette enquête m'a rappelé pourquoi j'ai choisi cette profession, confie-t-elle à son adjoint Thomas. Au-delà des techniques, des procédures, des rapports, il y a des vies humaines, des histoires inachevées qui méritent une conclusion. Thomas acquiesce. Lui qui passait autrefois des heures devant ses écrans, absorbé par des algorithmes et des codes, a découvert la dimension profondément humaine de son travail. Chaque pixel amélioré, chaque image restaurée peut contenir la vérité qui libérera une famille, réalise-t-il. L'impact de l'affaire Dubois dépasse largement le cadre régional. Elle devient un cas d'école, étudié dans les écoles de police et les facultés de droit. Les techniques développées pour résoudre ce cold case sont appliquées à d'autres affaires non élucidées, permettant de résoudre plusieurs disparitions anciennes à travers la France. La Fondation Françoise Dubois joue un rôle crucial dans cette dynamique. Grâce aux fonds recueillis, elle finance des recherches en criminalistique, forme des bénévoles pour soutenir les familles et développe une plateforme numérique centralisant les informations sur les personnes disparues. Sophie, qui a quitté son emploi dans l'administration pour se consacrer entièrement à la Fondation, trouve enfin un sens à ses 20 années de combat. La disparition de Françoise a créé un trou béant dans ma vie, explique-t-elle lors d'une conférence. Maintenant, je peux transformer cette blessure en quelque chose d'utile. À l'automne 2023, elle commence à écrire un livre sur son expérience. Non pas un récit sensationnaliste, mais un témoignage réfléchi sur le deuil impossible des familles de disparus, sur les failles du système, sur la force nécessaire pour continuer malgré l'absence de réponse. Chercher Françoise paraît au printemps 2024 et rencontre un écho considérable. Sophie est invitée sur les plateaux de télévision, dans les radios, dans les universités. Son message, empreint de dignité et d'une sagesse chèrement acquise, touche bien au-delà des personnes directement concernées par les disparitions. Notre société privilégie la vitesse, l'instantanéité, observe-t-elle lors d'une interview. Les affaires criminelles font la une pendant quelques jours, puis sont remplacées par d'autres. Mais pour les familles, il n'y a pas de « passer à autre chose ». Il n'y a que l'attente, jour après jour, année après année. Clara, qui a préfacé le livre, partage cette analyse. Dans son unité, elle instaure une nouvelle approche des cold cases, accordant une place centrale aux proches des victimes. Ils ne sont pas seulement des témoins ou des sources d'informations, explique-t-elle à ses équipes, ils sont des partenaires dans la recherche de la vérité. Cette philosophie transforme progressivement les méthodes d'enquête sur les disparitions. Les familles, autrefois souvent tenues à distance par une institution soucieuse de préserver le secret de l'instruction, sont désormais considérées comme des acteurs essentiels du processus. En décembre 2024, 1 an et demi après la découverte des corps, une audience solennelle est organisée au tribunal de Montpellier. Bien que Lefort soit décédé avant d'avoir pu être jugé, la justice tient à reconnaître officiellement sa culpabilité et à honorer la mémoire des victimes. Cette procédure exceptionnelle, inspirée par Sophie et soutenue par plusieurs magistrats sensibles à sa cause, crée un précédent juridique important. Elle affirme que la mort d'un criminel ne doit pas priver les victimes et leurs familles de la reconnaissance publique de leur statut. La présidente du tribunal lit un rapport détaillant les preuves accablantes contre André Lefort, puis prononce symboliquement la sentence qu'il aurait méritée s'il avait été jugé vivant. Pour chaque vie brisée, elle énonce le nom de la victime, sa date de disparition, et conclut par la même formule solennelle: la justice de la République reconnaît qu'André Lefort s'est rendu coupable de ce crime. Pour Sophie, Hélène et les familles des autres victimes, ce moment revêt une importance capitale. Ce n'est pas seulement la conclusion d'une enquête, mais la reconnaissance officielle de leur souffrance, de leur combat, de la légitimité de leur quête.
Aujourd'hui, la vérité a triomphé du silence et du temps, déclare Sophie à la sortie de l'audience. Nous ne pourrons jamais récupérer les années perdues, les vies volées, mais nous pouvons au moins regarder l'avenir avec la certitude que justice a été rendue. Hélène, désormais très affaiblie par l'âge et les épreuves, trouve néanmoins la force d'ajouter « Je peux rejoindre Jacques en paix. Nous savons où est notre fille maintenant ». Le printemps 2025 marque un tournant dans la vie de Sophie. Après avoir consacré plus de 20 ans à la recherche de sa sœur, puis à la défense de sa mémoire, elle commence à envisager une existence qui ne soit pas entièrement définie par cette quête. Elle s'autorise à voyager, à renouer avec d'anciennes passions, à redécouvrir le simple plaisir de vivre sans l'ombre constante de l'absence. Ce n'est pas un oubli, mais une réconciliation avec le présent, une façon d'honorer Françoise en vivant pleinement. Clara et elle maintiennent un contact régulier. Leur relation, née dans le contexte dramatique de l'enquête, s'est transformée en une amitié solide, fondée sur le respect mutuel et la compréhension profonde de ce que chacune a traversé. Sans vous, je serais probablement encore dans ma chambre tapissée de photos et de cartes, confie Sophie à Clara lors d'un dîner. Vous n'avez pas seulement résolu une affaire, vous m'avez rendu ma vie. Clara sourit, touchée par ces mots. C'est votre détermination qui nous a tous inspirés. Vous avez refusé que Françoise devienne un simple dossier dans une archive poussiéreuse. Vous l'avez maintenue vivante dans les mémoires. La Fondation Françoise Dubois continue son développement, devenant une référence nationale dans le soutien aux familles de disparus. Avec le soutien de plusieurs ministères, elle contribue à la création d'une base de données génétiques plus complète, permettant de croiser les ADN de personnes disparues avec des restes non identifiés. Cette initiative, baptisée Projet Mémoire, conduit à l'identification de plusieurs dizaines de personnes à travers la France, certaines disparues depuis plus de 30 ans. Chaque identification, chaque famille enfin libérée de l'incertitude, est une victoire qui donne sens au combat de Sophie. En juin 2025, lors du 2e anniversaire de la découverte des corps, une cérémonie particulière est organisée au Mémorial des Oliviers. Les arbres ont déjà grandi, leurs feuilles argentées bruissant doucement dans la brise méditerranéenne. Les familles des 5 victimes se réunissent pour un moment de recueillement, mais aussi de célébration. Ils ne commémorent pas seulement des vies perdues, mais aussi des vérités retrouvées, des combats menés jusqu'au bout, des liens tissés dans l'adversité. Sophie dépose un bouquet de lavande, les fleurs préférées de sa sœur, au pied de l'arbre qui lui est dédié. À ses côtés, Clara observe en silence, témoin privilégié de ce cheminement extraordinaire. Il y a 22 ans, quand Françoise a disparu, j'ai cru que ma vie s'arrêtait aussi, murmure Sophie. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je me tiendrais ici, avec ce sentiment étrange de paix. Pas une paix joyeuse, mais une paix lucide, comme si toutes les pièces étaient enfin à leur place. Clara comprend ce qu'elle veut dire. Dans son métier, elle a vu trop de familles déchirées par l'incertitude, suspendues entre l'espoir et le désespoir. La vérité, même douloureuse, permet au moins de tourner la page. Françoise serait fière de vous, dit-elle simplement, de votre force, de votre persévérance, de tout ce que vous avez accompli en son nom. Sophie sourit à travers ses larmes. J'espère qu'elle sait, où qu'elle soit, que nous ne l'avons jamais abandonnée, que nous l'avons cherchée jusqu'au bout. Les 2 femmes quittent le mémorial ensemble, laissant derrière elles le parfum entêtant de la lavande. Devant elle, la ville de Montpellier s'étend, baignée dans la lumière dorée du soir, celle-là même qui illuminait les rues lorsque Françoise a disparu, un lointain soir d'août 2003. La vie continue, transformée mais pas brisée par le chagrin. Les secrets finissent toujours par remonter à la surface. Les technologies évoluent, les méthodes s'affinent, mais c'est la détermination humaine qui reste le moteur essentiel de la quête de vérité. L'affaire Françoise Dubois, longtemps symbole d'échec et d'impuissance face au temps qui passe, est devenue l'emblème d'une nouvelle approche des disparitions non élucidées.
Elle rappelle que derrière chaque dossier en attente, chaque statistique, chaque photographie jaunie par les années, se cache une histoire humaine qui mérite d'être résolue. Sophie le sait mieux que personne. Elle qui a consacré la majeure partie de sa vie adulte à chercher sa sœur, peut enfin regarder vers l'avenir sans que le poids du passé ne l'écrase. Ce n'est pas un oubli, mais une transformation de la douleur en quelque chose de constructif, d'utile pour les autres. Dans son bureau à la Fondation, elle contemple parfois la dernière photo de Françoise, celle qui a fait le tour des médias pendant 20 ans. Ce visage souriant aux boucles blondes qui semblait la suivre du regard où qu'elle aille. « Nous t'avons retrouvé, Fran, murmure-t-elle. Repose en paix maintenant. » Et dans le silence de la pièce, il lui semble parfois entendre une réponse. Un écho lointain de la voix de sa sœur, lui soufflant que la vérité finit toujours par éclater au grand jour, que l'amour est plus fort que l'oubli, que la justice peut être lente, mais qu'elle ne renonce jamais. Car comme l'a écrit Sophie dans la conclusion de son livre, la vérité est patiente. Elle attend son heure, tapie dans l'ombre des indices négligés, des témoignages oubliés, des preuves invisibles aux yeux d'hier. Puis un jour, quand la technologie, la persévérance et peut-être le destin s'alignent, elle surgit enfin à la lumière, implacable et libératrice. La justice peut tarder, mais elle n'oublie jamais.